tu vois, avec mes petits boutons, tu vois, et très à rougir dès qu'elle me parlait, etc. Donc, et c'est possible que ça ait joué un petit peu cette admiration, cette séduction. En tout cas, il s'est servi de ça pour me donner un message qui était bien plus profond. Et tu penses que tu avais envie qu'elle te regarde, qu'elle soit fière de toi à ce moment-là, que tu dises, moi je vais le faire aussi? J'ai jamais pu la recontacter, elle ne sait pas que je suis prêtre. Et on a qu'un moyen, j'essaie de réfléchir comment on va arriver à la retrouver. Comment la retrouver, ce serait magnifique. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je demande à mes parents quelles étaient les personnes qui avaient organisé la soirée. Enfin, on pourrait. Tu t'as jamais voulu le faire, voilà. Non. Pour continuer sur les pauses, les prêtres devraient avoir le droit de se marier. Alors aujourd'hui non. Ce n'est pas quelque chose qui est permis. Ah ça, je suis catholique. Je te pose la question. Est-ce que tu penses que ça devrait être le cas? Moi, j'aimerais que ça puisse être un débat. Chez d'autres chrétiens, c'est faisable. Ouais, chez les orthodoxes, chez les protestants. Mais là encore, je sais que ma position, elle est plutôt minoritaire. Elle est plutôt assez minoritaire. Pourquoi? Parce que justement, il y a une sorte de pensée, de courant qu'il faut pas faire changer. Ça s'explique aussi parce que en fait, au moment de ça a été le sujet de litige entre Luther et l'Église au moment de la Réforme. C'était un des sujets de litige, en plus de le rapport entre l'écriture et la tradition, etc. Et à la suite de la Réforme de Luther, il y a eu un concile qu'on appelle le Concile de Trente, qui a lancé un mouvement qu'on appelle la contre-réforme, et qui a développé une vision du prêtre qui était quand même diamétralement opposée, un petit peu en réaction en fait aux critiques de Luther. Et aujourd'hui, j'allais dire que le célibat fait partie de l'identité du prêtre catholique. Et je me suis un jour d'en avoir discuté avec un confrère, un coin de table après 3 verres de rouge et l'alcool dans le sang aidant à être un petit peu plus libre. Et il me disait, mais tu vois, si jamais un jour les prêtres catholiques se marient, on sera comme les protestants. Voilà. Ce serait un peu on perdrait notre identité. Une dernière chose qui pourrait être... Et donc du coup, je pense que c'est un élément qui rend plus compliqué le fait de penser ça, alors que dans l'Église catholique, jusqu'au XIe siècle, les prêtres étaient mariés. Donc en fait, plus de la moitié de l'histoire de l'Église catholique, les prêtres étaient mariés. Ils n'étaient pas moins prêtres qu'ils ne sont prêtres aujourd'hui. Mais il y a eu cette discipline qui s'est mise en place et qui aujourd'hui fait partie d'une dimension qui est une dimension identitaire. Tu en as connu un certain nombre de prêtres catholiques qui donc sont devenus plutôt protestants pour vivre cette vie-là? Aucune? Non, j'en connais pas. Je connais des prêtres catholiques qui ont quitté le ministère parce qu'en fait le célibat était trop dur. Mais ils sont pas pour autant devenus pasteurs. Non, ils sont pas pour autant devenus pasteurs. Les prêtres sont... Là, c'est une question compliquée. On va rentrer également sur ce sujet de ta thèse. Est-ce que les prêtres sont majoritairement homosensibles? Alors, on n'a aucune données statistiques sur cet élément-là. Donc homosensible, c'est un terme que tu utilises. Alors, c'est un terme que j'utilise. Pas forcément très usité. Non, c'est simplement pour dire que dans les quelques études qui sont passées en Amérique du Sud, au Brésil et aux États-Unis, un peu au Canada, on a essayé en fait d'en savoir plus un petit peu sur le rapport des prêtres à leur affectivité, leur sexualité, etc. Ce qui est un peu un tabou à cause de cette question du célibat. Donc c'est souvent sur des petits échantillons, donc du coup c'est difficile de se dire est-ce que c'est des échantillons qui sont représentatifs et du coup est-ce que ces statistiques sont fiables ou pas. Mais les études parlent de entre 50 et 60% de prêtres qui seraient entre guillemets d'orientation sexuelle plutôt homosexuelle, ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'ils ont une vie sexuelle active, parce que derrière l'engagement au célibat, il y a une invitation à sublimer ses pulsions, comme il y a, on peut retrouver ça dans d'autres courants religieux, dans des mouvements soufis aussi, il y a des musulmans qui se consacrent à Dieu et qui renoncent à une vie sexuelle, ou dans l'hindouisme aussi, mais du coup c'est des chiffres qu'on manie quand même avec un peu de précaution parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'études de grande envergure sur le sujet. Il n'y en aura certainement jamais. Parce que quand tu dis ça comme ça, c'est un chiffre étonnant. Encore une fois, faut bien de nouveau expliquer qu'il n'y a pas de jugement quand tu parles de ça. Il y a juste un fait qui n'est pas forcément établi, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'études qui a été faite sur tous les prêtres du monde, mais ça montre une certaine direction. Et quand tu parles de ça aussi, tu parles souvent après de dire parfois ça peut aussi être une raison. C'est une question que je te posais au préalable, en disant c'est aussi parfois une raison pour certaines personnes qui ont ont envie en fait de prendre cette direction de prêtre
pour justement peut-être avoir une façon de voir la vie différemment. Je le présenterai pas forcément comme ça, parce qu'on aurait l'impression que la vocation est utilisée comme une occasion de masquer en fait une orientation sexuelle honteuse. Voilà. Dans un milieu homophobe ou dans un milieu dans lequel la vie entre deux hommes ne serait pas possible. Je pense que quand on rentre au séminaire, c'est parce qu'on se sent quand même appelé par un message spirituel. Et ça, c'est la dimension première et dominante. Après que, à côté de ça, il y ait d'autres éléments qui soient charriés, des motifs. Moi, est-ce que ma peur du monde, est-ce que ma peur de trouver une place n'a pas joué dans cette idée que tu vas te remettre dans un endroit clos, dans un lieu clos qui va, enfin. Et donc protéger, c'est ça. Et protéger, je pense que lorsque chacun et chacune qui avons la vocation de prêtre ou de religieux ou de religieuse, on examine un peu les raisons qui nous ont conduits. Il y a des raisons spirituelles, elles sont premières, mais parfois il y a aussi des choses un peu plus troubles qu'il s'agit d'aller un peu gratter pour en être plus libre. Voilà. C'est un peu hérité quand tu grattes quand même. Ouais, mais c'est mieux que de mettre de la couverture sur les saletés pour pas les voir. Et ça nous aide. Moi, je pense que d'avoir fait une thérapie, j'ai fait 2 tranches de thérapie, une en 2012 et une autre en 2016, qui s'est finie il y a 2 ans. Ça m'a permis d'approfondir mes assises, en voyant davantage, en fait, quelles avaient été les peurs et les fuites qui m'ont fait rentrer aussi jeune à 18 ans. Et du coup, de me dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je suis libre de ça? Tu penses que tu vas faire une 3e tranche? Moi, je pense que régulièrement, j'aurais besoin de cet espace. L'Église ferme encore trop souvent les yeux sur les abus. Est-ce que tu penses il y a une progression évidente? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te dérange aujourd'hui, de voir l'Église qui ferme encore trop souvent les yeux, qui parfois met de côté? Ou est-ce que tu penses que les efforts ont été faits, le travail est fait, ou est-ce que tu penses qu'il y a encore... J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que pour moi, c'est trop sévère de dire l'Église se ferme les yeux. Je pense que donc aujourd'hui, dans mon sujet de travail de recherche, je fais un travail sur les auteurs de violences sexuelles en institution. Et j'ai choisi de porter mon attention sur 3 institutions particulières, que sont l'Église catholique, l'éducation nationale et les fédérations sportives. Parce que statistiquement, en dehors des violences sexuelles intrafamiliales commises sur des mineurs, c'est les 3 lieux principaux dans lesquels ont lieu des violences sexuelles. Parce qu'il y a des relations d'autorité, parce que et chaque fois, ce sont des institutions qui véhiculent des valeurs qui sont des valeurs fortes. Et je dirais pas que l'éducation nationale est indemne de tout aveuglement. Je vois depuis 2019 puis 2021 un effort conséquent que l'Église catholique a fait pour écouter les victimes, pour publié un rapport, la SIAZ, en 2021, qui a eu... Dont on a beaucoup entendu parler. Dont on a beaucoup parlé, qui est un rapport extrêmement courageux. Il faut se dire que la SIAZ, c'est 2 ans et demi de travail, financé, c'est plusieurs millions d'euros qui ont été financés par l'Église, mais confiés à une commission indépendante. Donc il y a vraiment un moyen, en lien avec l'INSERM, donc vraiment avec des compétences scientifiques, avec les plus grands spécialistes des violences sexuelles, Thierry Bobet, Nathalie Bajos, enfin... pas sûr que toutes les institutions aient pris les mêmes moyens. Donc il y a un vrai travail, et ça c'est important de le reconnaître, parce qu'autrement en fait l'Église a toujours l'impression d'avoir le bonnet d'âne. Après, est-ce que maintenant tout est réglé? Non. Moi, j'ai un peu tendance à dire qu'il y a dans la question des violences sexuelles, il y a 3 volets. Il y a le volet de l'écoute des victimes, c'est le premier. Pour comprendre en fait ce qui se passe, il faut avoir le courage d'ouvrir son oreille à ceux qui ont été agressés par des prêtres. Mais ça, c'est que le premier volet. Il y a un deuxième volet qui est la compréhension de qui sont les personnes mises en cause, les auteurs. Alors tout à l'heure, tu as parlé prédateurs. C'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal,
Parce que bien évidemment, dans les auteurs de violences sexuelles, il y a des prédateurs, mais tous les auteurs de violences sexuelles ne sont pas des prédateurs. Comment tu les définirais dans ces cas-là? En fait, dans l'idée de prédation, il y a quand même l'idée de chasse, de traque, avec de multiples victimes, avec le côté un peu stratégique où tu vas poser un piège pour pouvoir choper ta proie. Il y a certains auteurs de violences sexuelles, hein, quand on pense par exemple à Dominique Pellicot, là on peut parler de prédation, il n'y a pas trop de problème. Hein, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu dans son passé des souffrances, il en a parlé pendant le procès. Mais il y a quand même un mécanisme assez pervers. Mais tous les auteurs de violences sexuelles ne répondent pas à ces schémas-là. Et je pense qu'il y a encore besoin de continuer, à côté de l'écoute des victimes, à aussi écouter ces hommes qui sont rentrés dans des institutions, que ce soit l'éducation nationale ou que ce soit l'Église, avec souvent un idéal qui est fort. Je pense pas qu'on rentre au séminaire en disant « un jour j'ai agressé un enfant ». On rentre au séminaire avec un idéal qui est très fort et parfois avec beaucoup de de cécité sur des zones d'ombre dans sa vie qu'on n'ose pas regarder, qui un jour vont nous péter à la gueule. Voilà. Et pour pouvoir avoir un travail efficace de lutte contre les violences sexuelles, il faut porter crédit à la parole de ces personnes mises en cause et ne pas les voir uniquement justement sous l'étiquette prédateur à condamner, à pendre, voilà. Donc ça, c'est le deuxième travail, qui est un travail qui est en train de se faire, mais qui est un travail qui est difficile. Et puis ensuite, il y a le troisième volet. Et ce troisième volet, c'est la compréhension des mécanismes institutionnels à modifier, à faire changer, de façon à avoir une prévention qui soit une prévention plus efficace. Et donc, je dirais que le premier volet, l'Église catholique a fait un travail assez remarquable et que peu d'institutions en France ont fait de la même façon. Voilà. Il reste encore les deux derniers volets. Et justement, toi, comment t'as envie de te placer sur ces deux derniers volets? Cette thèse est un élément essentiel pour toi, pour justement travailler sur l'ensemble, et en particulier sur la deuxième partie, qui est la compréhension de ces auteurs, comme ça que tu les appelles plutôt que prédateurs. Auteurs de violences sexuelles. Auteurs de violences sexuelles. Le but, c'est pas de minimiser la gravité de ce qu'ils ont fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Heureusement. Et le troisième, c'est un peu les solutions qui pourraient apparaître de ce travail que tu fais sur cette seconde partie. Mais tout ça arrive à un moment, tu parlais tout à l'heure de ta thérapie. La première thérapie, elle arrive quand tu te rends compte que dans ta congrégation, donc tu parlais tout à l'heure de Saint-Jean, tu te retrouves à voir que celui qui avait développé, qui avait créé cette Marie-Dominique Philippe, donc le fondateur. C'est ça, le fondateur. Était déviant. Ouais. Était donc est-ce qu'on l'appelle prédateur ou auteur? Lui, je pense que c'est un prédateur. Ouais, d'accord. Ouais, vraiment. Et ça, toi qui vois ça assez tôt tu en entends parler, comment dans votre petite communauté, est-ce que tu te rends compte après qu'il y avait quelques signes alarmants, que toi-même t'avais été approché? Comment tu réagis à ce moment-là? Et comment tu mets des années et des années avant de te lever, en fait? Alors, j'ai vu très tôt, et en même temps, j'ai fait aussi la sourde oreille. Je pense que si j'avais découvert ce que je connais aujourd'hui, il y a 15 ans, ma vocation n'aurait pas tenu. Donc c'est un peu comme quand tu rentres dans une caverne, c'est-à-dire qu'au départ il faut du temps pour que tes yeux s'habituent à l'obscurité et que dans l'obscurité tu puisses discerner en fait les objets, les choses, la profondeur, etc. C'est un petit peu ce mouvement-là, c'est-à-dire que j'étais pas prêt à regarder les ténèbres et donc au départ j'ai eu des petits indices, une amie religieuse qui essayait de me dire quelque chose qui s'était passé avec un prêtre. Mais je voulais pas l'entendre. En même temps, elle avait peut-être pas la force de me dire les vrais mots, de me parler d'agression, de fellation, donc elle essayait de trouver auprès de moi un secours, mais je n'étais pas capable d'entendre. Et donc en fait, les premières choses que j'ai entendues c'est entre 2003 et 2006, donc c'est assez tôt. Mais je ne percevais pas la gravité de ce qui se passait. Tu n'imaginais pas. Je n'imaginais pas. Et puis, moi, les premières choses que j'ai entendues, c'était des agressions sur personnes majeures. Et la particularité, et je pense que c'est aussi un sujet qui est encore à travailler dans le cadre de l'Église catholique, c'est la question de l'emprise sur des personnes fragiles. À la limite, un mineur, c'est plus facile à caractériser d'un point de vue pénal parce que à partir du moment où il est mineur, en fait, il y a infraction. Lorsqu'il y a une agression sexuelle qui se passe sur une personne majeure, on dit bah ouais, mais regarde, elle a envoyé un texto, elle a envoyé un petit message, donc du coup, est-ce qu'elle était pas un peu consentante quand même, etc. Et donc du coup, moi
mon esprit était pas encore. Tu faisais trouver des excuses aussi. Oui, je me disais, mais enfin. Bon, je dis elle est quand même très proche de ce prêtre. Enfin, elle est pas obligée d'aller le voir si elle veut pas. Et puis surtout, en fait, les mots ne m'étaient pas dits. Agression sexuelle, c'était pas nommé. C'était des femmes, des hommes. C'est des femmes et des hommes. Ouais, c'est les premières victimes que j'ai entendues. Et c'est quoi tu te souviens de ce jour où là, c'est plus uniquement un bruit de fond, ou toi qui commences à avoir les yeux qui s'habituent aux pénombres. Tu te souviens de ce jour-là? Oui, je me souviens. C'est à travers, je donne pas son nom parce qu'il souhaite pas le dire. Et lui, c'est le premier qui a posé des mots. Qui m'a dit, il rentrait dans ma cellule.